Amis de la diaspora, les amis de Banamikili, site des combattants pour le changement en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Kabiamba Georges, le président de la CAGE, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, organisation non gouvernementale et apolitique qui œuvre pour la primauté de la loi et de la consolidation de l'état des droits. Œuvre pour le renforcement des victimes des violations des droits humains, assure l'accès à la justice par la défense des victimes des violations des droits de l'homme. Avec lui, nous allons parler concertation et les discours de l'ouverture des concertations au Palais par M. Joseph Kabila. Bonjour maître. Bonjour. Maître, c'est le samedi qu'il y a eu ouverture de ce forum que nous appelons concertation nationale. Quelle est votre lecture faites-vous concernant les discours de M. Joseph Kabila? Merci beaucoup pour votre question. Nous avons suivi la cérémonie d'ouverture ou de lancement de ce forum appelé concertation nationale. Quelle est la lecture que nous faisons? C'est que nous avons constaté qu'il y a parmi les participants, il y a la plupart sont des membres des associations et des partis politiques proches au chef de l'État qui prennent la part de tout ce qu'il y a comme participants. Et nous avons aussi noté qu'il y a l'absence de certaines personnalités de l'opposition, de personnalités importantes, telles que le président Vital Kamerhe, du Parti unique, mais aussi du président Étienne Tshisekedi, de l'UDPS. Donc ces deux personnalités ne prennent pas part. Mais je dois mentionner aussi qu'en dehors de ces deux personnalités, il y a l'honorable Martin Fayoulou, qui n'est pas aussi là. Je pense aussi qu'il y en a quelques-uns, notamment l'honorable Jean-Claude Bouemba, qui n'ont pas pris part à ce lancement. En dehors de ces représentants de l'opposition, nous avons aussi les représentants du collectif des ONG des droits de l'homme, auquel moi et mon organisation nous appartenons. Nous ne faisons pas partie aussi de ces concertations parce que je pense que ce soit pour les représentants de l'opposition comme pour nous-mêmes, nous avions soulevé un certain nombre de préalables importants, indispensables, mais qui n'ont pas été pris en compte. Voilà, nous avons constaté que le forum pouvait démarrer sans nous tous. Mais maître, la politique de la chaise vide ne paye pas. Vous ne voyez pas que votre absence peut occasionner aussi beaucoup de choses là à l'interne? Non, il ne faut pas dire que cette politique ne paye pas, mais ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Était-il indiqué que nous puissions aller prendre part à ces concertations où les conditions de fond et de forme n'étaient pas réunies, où on ne tenait pas compte des points de vue des autres composantes, telles que notre sous-composante du collectif des ONG des droits de l'homme, telles que les préalables assez légitimes et objectifs présentés par l'opposition, la grande partie de l'opposition. Nous pensons qu'il ne fallait pas y aller comme ça et qu'il faut laisser ceux qui sont partis pour voir qu'est-ce qu'ils vont réaliser. Quelle est votre analyse concernant les discours de M. Joseph Kabila sur le plan politique et juridique? Alors, nous avons aussi suivi les discours du président Joseph Kabila. Nous l'avons lu, relu plusieurs fois. Nous avons mentionné d'abord que son discours n'est pas différent de tout ce qu'il a déjà tenu à plusieurs reprises sur plusieurs questions. C'est pratiquement les mêmes propos qui reviennent. Et puis nous avons aussi noté que de manière timide, il a essayé
de rencontrer la demande formulée par nous, comme par la grande partie de l'opposition, sur la libération des détenus et des prisonniers politiques. Parce que là, nous disons que de manière timide, pourquoi? Parce qu'il n'a pas indiqué clairement sa position, il n'a pas dit qu'il prenait l'engagement pour que dans les heures qui suivaient, que des gestes assez forts attendus de lui allaient être concrétisés dans le sens de libérer la plupart des détenus et des prisonniers politiques et d'opinion. Donc voilà, c'est vraiment un discours jusque-là qui ne nous a pas encore rassurés parce que c'est pratiquement des intentions qu'il a fait manifester, mais il n'y a pas d'effets concrets qui s'en sont suivis. Mais dans son discours, il a dit quand même que non, c'était une occasion pour que tout le monde en profite pour, n'est-ce pas, dire ce qui vous dérange, dénoncer beaucoup de choses qui vous dérangent, mais vous avez accepté de rater cette occasion. Pourquoi, maître? Non, mais c'est que tout le monde dise ce qui lui est au cœur. Ça, nous le disons presque tous les jours. Nous publions presque chaque jour ici des communiqués de presse, des rapports sur des situations alarmantes, que ce soit sur les arrestations, les détentions arbitraires, les harcèlements contre des opposants, contre des défenseurs des droits de l'homme, contre les dysfonctionnements de la justice, les dysfonctionnements des institutions politiques, l'incapacité du gouvernement à trouver des solutions appropriées par rapport à l'insécurité récurrente à l'est, mais aussi dans le nord centre Katanga. Donc, ça, nous le disons tous les jours. Nous avions pensé que les concertations ou les dialogues nationaux allaient être un cadre le plus approprié pour réunir les forces vives de la nation, afin cette fois-là de prendre des engagements sur certains qui devaient au moins nous amener à résoudre de manière concrète tous ces problèmes, parce que les problèmes sont connus. Il n'y a pas de nouveaux problèmes aujourd'hui, où il n'y a pas de problèmes sur lesquels il n'y a jamais eu de réflexion, comme lui-même le président l'a reconnu dans son discours. Mais essayez quand même d'énumérer ces problèmes point par point, maître. Alors, parmi les problèmes, il y a d'abord la crise qui a éclaté avec l'organisation chaotique des élections de novembre de l'année passée. Vous savez que la CENI a organisé dans un chaos total les élections présidentielles et législatives. Il y a eu des contestations qui ont donné lieu même à une répression assez violente des manifestants, des personnes qui ont tenté de contester. La plupart d'entre eux ont été arrêtés, torturés, et certains sont même détenus jusqu'à ce jour, particulièrement les militants de l'UDPS. Donc ce sont des problèmes qui sont nés notamment de ces élections. Il y a aussi la légitimité qui reste contestée aujourd'hui des institutions issues des dites élections. Donc c'est parmi les problèmes. Et notre problème, c'est le fonctionnement de la justice, parce que même après ces élections, la justice qui devait arbitrer de manière indépendante les conflits ou les contentieux électoraux ne l'a pas fait de manière indépendante. Mais sans oublier aussi que la justice, même dans la façon qu'elle s'administre au quotidien, elle pose énormément de problèmes et n'est pas en mesure de protéger, de promouvoir les droits fondamentaux des citoyens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui condamnés arbitrairement et détenus arbitrairement. Et notre problème, c'est aujourd'hui l'emprisonnement de personnalités de l'opposition pour s'être donné la peine ou avoir voulu jouir de leur liberté d'expression en critiquant la gestion du gouvernement, notamment les cas du président Diomi Ndongala, les cas du président Chaloup, les cas de pasteur Coutinho et aussi des 17 personnes qui ont été arrêtées au mois de mars, qui croupissent jusqu'à ce jour en prison. Donc, ce sont là des problèmes qui se posent. Nous avons jusqu'à ce jour 9 défenseurs des droits de l'homme de Bandundu qui sont emprisonnés pour avoir seulement déposé un mémo dans lequel ils dénonçaient
la gestion chaotique du gouverneur de Bandundu. Ils ont été arrêtés, condamnés, ils sont en prison jusqu'à ce jour. Donc bref, ce sont là des problèmes pour lesquels nous pensions que le dialogue national inclusif devait au moins examiner, sans oublier l'épineux problème de l'insécurité à l'est de la République démocratique, dans les provinces du Nord, Sud Kivu, mais aussi dans le Nord et Centre Katanga. Et il y a aussi la partie de l'Ituri qui est en proie aujourd'hui à l'insécurité récurrente à la suite de la présence de plusieurs groupes armés, comme c'est le cas dans les autres parties que j'ai déjà mentionnées. Donc, ce sont des problèmes aujourd'hui qui limitent l'exercice et la jouissance des droits et libertés fondamentaux des citoyens pour lesquels nous aurions bien voulu que le Forum Dialogue National Inclusif puisse s'y pencher. Oui, maître, mais en vous écoutant, vous avez parlé quand même des prisonniers politiques comme Diomi Ndongala, Chalupa et Passé Cotino, mais selon les pouvoirs en place, pour eux, ce ne sont pas des prisonniers politiques, ils ont quand même commis d'autres choses en dehors de la politique, comme le cas de Diomi, viol, et Chalupa, un problème d'identité, qui est passé Coutino, un problème de parcelle avec son frère Ngalassi. Mais vous dites que ce sont des prisonniers politiques. Non, c'est-à-dire que là, je pense qu'il faut être clair. Et c'est nécessaire aussi qu'il y ait un débat national sur cette question. Qui est détenu politique? Peut-être détenu politique ou un prisonnier politique, toute personne qui est arrêtée à cause, par exemple, à cause de la jouissance de sa liberté d'expression, sa liberté d'opinion, ou qui est arrêté à cause de son appartenance tribale, ethnique, régionale, ou à cause de sa race. Donc, toutes ces personnes doivent être considérées comme des détenus ou des prisonniers politiques. Mais si nous prenons les exemples que vous avez indiqués, nous commençons par le président Diomi Ndongala. Mais vous savez que aujourd'hui, il est réellement détenu politique pour deux raisons simples. D'abord, regardez, on se rabat sur la soi-disant infraction de viol sur mineurs. Mais dans quelles circonstances avait-il été arrêté? Vous savez qu'avant même son arrestation, il a été d'abord enlevé, détenu pendant plus de 60 jours dans un lieu tenu secret, avant d'être relâché et abandonné sur la route. Et pourquoi on a procédé comme ça? Et cela est arrivé juste pendant la période où il était en train d'organiser une manifestation politique, où il devait présenter à l'opinion nationale et internationale un accord, une charte qui regroupait plusieurs partis politiques et associations de MPP. Pourquoi on avait attendu seulement cette période-là pour pouvoir l'arrêter? Et puis, les circonstances même de son arrestation. D'abord, c'était un enlèvement. Et quand il a été abandonné, et puis il a réapparu, quelques temps après, on est allé l'enlever à l'hôtel où il se trouvait, hors les heures indiquées par la loi pour être arrêté. Donc, tout cela laisse à croire que les motifs qui étaient derrière le processus judiciaire, ce sont des motifs réellement politiques. Parce que vous savez, les politiciens, lorsqu'ils veulent se débarrasser de quelqu'un ou ils veulent faire taire quelqu'un, ils sont capables d'utiliser toutes les stratégies à condition seulement que cela leur permette d'atteindre leur objectif. Donc, ce n'est pas la première fois que nous connaissons ce genre de choses. Mais même quand il a été arrêté, détenu, sans respect de procédure, mais il arrive à la Cour suprême. La Cour suprême ordonne à ce qu'il soit mis en résidence surveillée. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? À la suite des interventions, des interférences politiques, on a empêché à ce qu'il puisse aller rester à sa résidence, mais on l'a maintenu à la prison où il est jusqu'à ce jour, en violation de
des lois de la République. Pas d'objectif politique derrière cette procédure judiciaire. Il allait être mis en résidence surveillée. Le cas du président Chaloub. Mais le président Chaloub n'utilise pas ses noms ou ses passeports seulement. Il y a 2 ans, quand il faisait partie de la famille politique qui est au pouvoir actuellement, là, il dérangeait personne. Là, ses papiers, ses passeports étaient valides, étaient valables. Il utilisait, il voyageait, il n'y avait pas de problème. Mais quand il a seulement tenté de changer les camps politiques pour rallier celui de M. Etienne Tshisekedi, voilà pourquoi ses adversaires politiques, ceux de la famille présidentielle, ont pensé que c'était l'occasion maintenant pour lui régler des comptes et le faire taire. Les pasteurs continuent la même chose. Mais l'histoire avec le pasteur Ngalassi et consorts, ça a été un montage pour justifier seulement la démarche de pouvoir les réduire au silence. Donc, on a vu dans quelles circonstances son procès s'est tenu et toutes les implications politiques, les interférences qui ont été faites à gauche et à droite pour absolument obtenir sa condamnation. C'est parce qu'à l'époque, il s'était présenté comme un proche ou un soutien du sénateur Jean-Pierre Bemba. Donc, tous ces gens sont bel et bien des détenus ou des prisonniers politiques. Et ils doivent être libérés. Ils doivent être libérés, c'est peut-être la question, sous quelle forme. Nous disons qu'ils ne doivent pas être libérés sous n'importe quelle forme. Ils doivent être amnistiés. Ils doivent être amnistiés pour ceux qui ont été condamnés comme les pasteurs Coutinho, comme par exemple le président Chaloub, parce qu'eux ont été condamnés. Ils doivent être carrément amnistiés pour effacer tous ces faits, de sorte que les effets soient ceux des faits qui n'ont jamais existé, de manière à leur permettre de voir leur casier judiciaire nettoyé. Mais en ce qui concerne le président Eugène, nous pensons qu'il doit être libéré et que les poursuites engagées contre lui, que ce soit les poursuites en rapport avec les faits, entre guillemets, des viols sur mineurs, que ce soit les faits, entre guillemets, des tentatives de vouloir attaquer le président de la République et le Premier ministre, parce que ce sont des charges qui ont été ajoutées, que ces poursuites sont abandonnées carrément. Mais quand même, vous êtes dans le processus pour, n'est-ce pas, obtenir le moyen auquel il peut prendre soin. Il est malade, le président Eugène Djomindonga, là. Ouais. Où en êtes-vous avec Alors, là, c'est encore un autre élément, c'est encore une autre preuve qui démontre qu'il est réellement un détenu politique. Parce que pourquoi on peut lui dénier des droits fondamentaux qui sont garantis à toute personne qui fait l'objet de poursuites judiciaires dans une phase préjuridictionnelle, c'est-à-dire avant le jugement. On lui refuse d'abord, on lui méconnaît le droit de vivre à sa résidence en attendant son jugement tel que décidé par la Cour suprême à 3 reprises. Et là, qui s'oppose, c'est le parquet général de la République. Vous avez déjà vu où un parquet général de la République qui refuse d'exécuter la décision de la haute cour, comme le cas d'espèce. Est-ce que vous pensez que le procureur général de la République pouvait le faire s'il n'avait pas de soutien politique? Parce que c'est inadmissible, impensable, cet état des choses. Et ça bousculait aucune personne dans les milieux des institutions politiques jusqu'à ce jour. Deuxièmement, il est sérieusement malade. Il demande à ce qu'il puisse accéder aux soins de santé. On l'amène au camp Kokolo où il est consulté, le médecin prescrit des examens et avec un traitement approprié. Et il recommande même à ce qu'il soit amené dans un autre centre ou une clinique spécialisée. Ils choisissent d'aller au centre Nganda. Mais les directeurs de prison, les gardiens, d'abord hésitent
pour signer l'ordre de transfert. Ils trouvent autant de justifications, autant de raisons fallacieuses, jusqu'à bloquer. Tantôt qu'il manquait des moyens de transport, mais lorsque la famille met à sa disposition un véhicule, il trouve une excuse pour dire qu'on ne peut pas les transporter dans ces véhicules parce que venant de la famille, mais le même directeur là, lorsqu'il faut maintenant l'amener à la Cour suprême pour le faire comparaître dans les dossiers qui est en cours là-bas, à ce moment-là, il accepte que ce soit la famille qui amène des taxis, qui amènent du carburant pour mettre dans leur véhicule. Donc, vous trouvez que déjà cette attitude trahit fondamentalement les vraies raisons pour lesquelles le président Denis Dongala est détenu aujourd'hui. C'est la preuve que sa détention a un caractère purement politique. Il n'y a pas d'autre raison parce que s'il y avait d'autres raisons liées au droit commun, il pouvait valablement bénéficier des mêmes garanties des droits comme on le fait à tout le monde, notamment les droits d'accéder aux soins de santé parce que ça fait partie du droit de la défense. Aucun malade, aucun détenu ne peut être en mesure de se défendre s'il n'est pas en bonne santé. Et d'ailleurs, même la constitution de notre pays dit que tout détenu doit être gardé dans des conditions qui préservent sa santé, et sa santé, que ce soit la santé physique en général, mais aussi sa santé psychologique. C'est pour protéger les droits de la défense. Mais ce qui se fait aujourd'hui n'est pas conforme à ces droits fondamentaux-là prescrits par la Constitution. Donc ça démontre clairement qu'il est détenu pour des raisons politiques. Ce sont ses adversaires politiques qui sont au pouvoir, qui ont pensé que c'est de cette façon-là qu'il faut les réduire au silence. Ok, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien, maître, mais on ne peut pas terminer cet entretien sans que vous nous parliez aussi de votre organisation, de la CAGE. Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez. En fait, la CAGE est Association congolaise pour l'accès à la justice. Nous sommes une organisation non gouvernementale apolitique de protection et de protection et de défense des droits de l'homme. Nous sommes basés en ce qui concerne notre siège national à Kinshasa, avec plusieurs représentations dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Nous travaillons fondamentalement pour la promotion et la défense des droits fondamentaux des citoyens par la justice nationale et la justice internationale. Donc nous soutenons des victimes de violations des droits de l'homme, comme les cas des journalistes, des opposants politiques qui sont harcelés ou persécutés, ou des militants des droits de l'homme, ou tout autre citoyen qui n'est pas à mesure de se défendre valablement, parce que pour nous, l'unique façon de protéger et de défendre les droits de l'homme, c'est par la justice. Et nous encourageons aussi les citoyens à pouvoir utiliser les mécanismes judiciaires, tant au niveau national qu'au niveau international, pour faire promouvoir et faire respecter les droits fondamentaux des citoyens. Maître, vous êtes suivi partout au monde. Partout où les Congolais se trouvent, un mot de la fin pour conclure cette émission. Tu lances un mot pour les Congolais de la diaspora qui vous suivent. Alors, un mot, c'est à l'intention des Congolais de la diaspora, c'est de rester toujours solidaires. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de notre organisation, nous sommes très préoccupés par un phénomène très très dangereux, c'est-à-dire le manque de solidarité entre les Congolais. Il y a de plus en plus le phénomène d'individualisme, d'égoïsme, des courses effrénées au poste, des courses effrénées à l'argent, aux avantages matériels, à tout ce qu'il y a comme fonction. Mais les gens, lorsqu'ils s'accaparent de l'argent, des fonctions et de tous ces avantages, ils les exploitent à des fins personnelles. Donc les Congolais
n'est plus solidaire. Quand il a la fonction, il est plus préoccupé par sa poche, la poche de sa famille, la poche de ses amis et ses frères, mais il ne voit pas l'intérêt général. Donc, nous demandons à tous les Congolais de la diaspora ou ceux qui sont au pays de pouvoir rentrer à la raison, de revenir à la raison, à défendre des valeurs de solidarité, à défendre des valeurs de l'intérêt général, parce que lorsqu'on a des moyens, on a de l'argent, on a des avantages, on a les pouvoirs, c'est pour servir l'ensemble de la communauté. Et on ne peut pas être fier en tant que Congolais lorsqu'on a de l'argent, on a des fonctions, on a des biens matériels, mais à côté de soi, on voit plusieurs personnes, plusieurs femmes, plusieurs enfants qui ne savent pas avoir quoi manger, des enfants qui ne savent pas aller à l'école, qui ne savent pas avoir un logement décent ou accéder aux soins de santé. Donc nous devons nous battre pour revenir à ces bonnes valeurs de solidarité, de partage, mais plus de s'engager pour l'intérêt général et de travailler pour notre société. Parce que si toute la société devient développée, si tout le monde a la possibilité d'accéder aux mêmes soins, ça sera la joie de tout le monde. Et on parlera de tous les Congolais, on ne parlera pas d'un seul individu comme c'est le cas aujourd'hui. Ok, c'est la fin de notre entretien. À toi, Ingeta, cancer propre, Daniela, Lalita, continua. Roseline, le peuple d'abord, tu es la rose. Là où tu es, Ingeta, Pachelikos national, Boketu premier, vieux, Mbote na Musika, Jano Kabuya, Bendele toujours. Annick Malouka, on est ensemble. Patrick Ankou, on est de cœur, on est ensemble. Je vous remercie, maître. À vous autant, M. Nixon.